Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. C'est la fête des Lumières à Lyon, mais c'est aussi en journée, pendant 4 jours, le Mondial des métiers à Eurexpo. Notre invité aujourd'hui vient tout spécialement à Lyon pour ce Mondial des métiers. Laurent Giovacchini, bonjour. Bonjour Monsieur Vacher. Président de la fédération Syntec. Syntec, 5 secteurs d'activité qui représentent 1 300 000 salariés et beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois, 5 secteurs importants, très importants pour l'économie française. Le numérique, l'ingénierie, le conseil sous toutes ses formes, la formation professionnelle et l'événementiel. Effectivement, dans notre branche, près d'1,4 million emplois, fortement qualifiés, 60-70% de bac+5. Et effectivement, bon an, mal an, à peu près 50 000 emplois nets créés dans notre branche chaque année. Voilà. Puis alors, un point économique impressionnant, 154 milliards 154 d'euros de milliards d'euros de chiffre chiffre d'affaires, c'est à peu près 8% du PIB. Tout additionné. C'est la deuxième grande branche professionnelle dans l'économie française après la métallurgie, après nos amis de l'UIMM. C'est aussi une branche très Mais vous importante. êtes plus important que le bâtiment, par exemple? On est plus BTP? important que alors peut-être pas que le BTP dans sa globalité, mais que le bâtiment ou les TP pris séparément. On partage avec le BTP également la caractéristique d'avoir beaucoup d'apprentis dans notre branche. 65 000 apprentis, nous sommes les deuxièmes derrière le BTP, des apprentis dans le supérieur. C'est un sujet d'ailleurs pour nous de préserver cette dynamique qui est extrêmement favorable et à nos entreprises et aux jeunes issus notamment des quartiers populaires, des quartiers plus défavorisés. Nous voyons arriver dans nos entreprises des profils grâce à l'apprentissage qui sont très différents des profils classiques des étudiants que nous recrutions jusque-là. Est-ce qu'on peut dire que les métiers fédérés par la Fédération Syntec ne connaissent pas la crise? Alors, ils connaissent sans doute un peu moins la crise que d'autres secteurs sinistrés comme l'immobilier ou l'automobile. Mais cette année, je dois dire que singulièrement depuis la dissolution et à partir du début du deuxième semestre, nous subissons un contexte économique qui est particulièrement préoccupant. Nous avions réalisé dans la très grande majorité de nos métiers une très bonne année 2023. Nous avions un premier semestre qui était déjà plus difficile. Et là, depuis cette incertitude politique née de la dissolution, depuis que ce climat extrêmement incertain se développe dans notre pays, nous voyons nos entreprises, y compris dans le numérique, les entreprises services du numérique, par exemple, vont faire une année tout juste à l'équilibre en termes de croissance. Ça veut dire qu'en cette fin d'année, beaucoup de nos entreprises sont en réalité en décroissance. Nous allons aborder l'année 2025 dans une situation assez difficile de ce point de vue-là. Alors, on va revenir sur la Fédération Syntec et ce qu'elle représente dans la région avec Absolument. une double étude très, très intéressante. Mais avant, un mot sur la situation politique. Vous avez commencé de l'aborder au lendemain du vote de la censure du gouvernement Barnier. On a vu hier le président du MEDEF écrire au futur Premier ministre sans savoir qui il est. Est-ce que vous aussi, vous mettez le prochain chef du gouvernement en garde contre la fragilité de la situation des entreprises? Nous nous associons évidemment pleinement au courrier que Patrick Martin a adressé à la future ou au futur Premier ministre, puisqu'il il s'est adressé à Madame ou Monsieur le Premier ministre en appelant son attention sur cette situation extrêmement dégradée que nous commençons à subir au sein de l'économie française et sur la nécessité bien sûr de redresser les comptes publics, mais pas en se trompant de remède. L'idée n'est pas de taxer davantage les entreprises, d'augmenter le coût du travail, parce que le remède serait pire que le mal. La solution, elle passe par des réformes de structure, une profonde révision de nos politiques publiques, une adaptation de notre modèle social.
y a pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas être le seul pays au sein de l'OCDE, le seul pays développé, à ne pas faire cet effort d'assainissement de nos finances publiques, mais on ne peut pas le faire au détriment des entreprises parce que ça serait tuer le peu de croissance que nous avons dans notre pays. Est-ce que vous dites aussi dans la situation internationale que l'on connaît, avec une concurrence de plus en plus féroce encore entre Bien les sûr. États-Unis et la Chine, est-ce qu'il faut faire attention plus que jamais à l'effacement de l'Europe? Oui, le rapport Draghi montre bien ce qu'il faut faire. La compétitivité européenne, la souveraineté européenne, une grande politique industrielle. Euh, Pour faire face à quoi? À une économie chinoise qui est plus compétitive que jamais, à une économie américaine qui draine tous les capitaux, y compris européens, sur son sol. Nous, on doit se reprendre et mobiliser non seulement les capitaux publics, mais aussi les capitaux privés. Il y a une épargne privée considérable en Europe qui va s'investir aux Mm. États-Unis, qui ne s'investit pas dans la réindustrialisation française ou européenne, qui ne s'investit pas en Europe. Donc nous avons vraiment besoin de cela. Malheureusement, nous avons une situation en Allemagne et en France qui est ce qu'elle est sur le plan politique et qui ne permet pas encore de Mm. retrouver cet élan franco-allemand qui est, Mm. on l'a vu à tous les moments de l'histoire de l'Union européenne, qui est nécessaire pour donner corps à cette intuition, par exemple, qui est la bonne intuition de M. Draghi dans le rapport qu'il vient de remettre. Mm. Nous avons un cap que Mme von der Leyen souhaite suivre, mais avec deux États membres les plus importants de l'Union qui ne sont pas encore totalement en état de converger vers cet effort commun. Mm. Peut-on faire des économies drastiques pour rétablir nos finances publiques sans demander le moindre effort aux entreprises? Nous avons indiqué, Patrick Martin l'a fait assez tôt, que nous étions prêts à envisager une contribution sous forme d'une hausse de l'impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises, à condition qu'elle soit temporaire et que l'on nous explique d'emblée par quoi cette économie allait être remplacée, par quelle réforme de structure à engager dès maintenant. Nous aurions une économie d'ici 1, 2 ou 3 ans qui viendrait se substituer à celle que nous acceptons de générer par cette augmentation temporaire d'impôt sur les sociétés. Donc nous sommes prêts à faire cet effort. En revanche, nous sommes opposés à toute augmentation du coût du travail. Nous avons le coût du travail après certains efforts qui ont été engagés dès la fin du quinquennat de François Hollande, d'ailleurs, avec la baisse de CICE, avec le CICE, avec plus récemment la baisse de la CVAE, etc. Nous restons, malgré ces premières timides réformes, les entreprises les plus taxées et avec le coût du travail le plus élevé au monde. Donc, oui, pour un effort temporaire sur les entreprises qui font des bénéfices, non pour taxer toutes les entreprises via le coût du travail, qu'elles fassent ou non des bénéfices, parce que ça s'apparenterait à un impôt de production supplémentaire. Et vous dites aussi, attention, on ne touche pas au crédit d'impôt recherche? Alors, évidemment, le crédit d'impôt recherche est quelque chose d'extrêmement important. C'est un des rares atouts dont notre pays dispose et qui est envié à l'extérieur de nos frontières. Le crédit d'impôt recherche, c'est 8 milliards d'efforts pour l'État. C'est 2 milliards qui concernent notre branche sur ces 8 milliards. Donc, nous sommes très concernés à la Fédération Syntec par ce crédit d'impôt recherche. Grâce à ce dispositif, quand une entreprise multinationale exerce 20% de son activité en France, elle a 30 ou 35% de ses chercheurs en France. Vous voyez qu'on a une intensité en termes d'innovation qui dépasse la part de notre pays dans l'économie mondiale. Donc, il ne faut surtout pas toucher à ce crédit d'impôt recherche qui est un vrai atout en termes d'innovation pour notre pays. Alors, il y a un vrai enjeu pour recruter des jeunes talents. C'est le sens de votre venue aujourd'hui au Mondial des métiers. C'est compliqué pour vous aussi, y compris pour vous, de recruter dans des niveaux quoi, bac plus 2, bac plus 5? Alors, on recrute, comme je le disais, énormément au niveau bac plus 4, bac plus 5 en réalité, et au-delà avec des docteurs, des doctorants, etc. dans notre branche. Nous avons conjoncturellement un peu moins de besoins, malheureusement, comme je vous le disais, puisque les embauches ont été fortement réduites à partir du mois de juin dernier pour les raisons que nous évoquions à l'instant. Mais d'une manière générale, nous avons comme je vous le disais, la possibilité de créer entre 50 000 et 60 000 emplois nets par an. Ça veut dire que nous embauchons beaucoup. Une entreprise comme la mienne, Soprasteria, c'est bon an, mal an, plus de 3 000 ingénieurs chaque année recrutés en France et 6 000 dans l'ensemble du groupe. Ça veut dire que nous avons besoin d'ingénieurs. Nous sommes très inquiets de voir les bacs scientifiques
se réduire en volume, près de 2 fois moins de bacs scientifiques qu'il y a 10 ans. Le nombre de jeunes femmes qui choisissent les études scientifiques, qui choisissent les écoles d'ingénieurs, se réduire considérablement. Vous savez, nous avions progressé depuis le début des années 90, on formait 15 000 ingénieurs en France. Il y a encore 1 ou 2 ans, on en formait plus de 40 000. Et ce chiffre a tendance à redescendre, avec de moins en moins de jeunes femmes à l'intérieur. Donc cette nécessité d'expliquer aux jeunes que ces métiers-là, ce sont ceux qui façonnent l'avenir, que les jeunes femmes ne peuvent pas laisser aux garçons le soin de façonner l'avenir, que les garçons, comme les femmes, ont tout intérêt à venir dans ces métiers. Vous savez, c'est des good jobs. Le salaire médian dans la branche, c'est 4 500 € par mois. Donc ce sont des bons emplois, très qualifiés, qui tirent l'économie française vers le haut. Et donc nous souhaitons évidemment attirer tous les talents, les garçons, les filles. Il n'y a pas que les études de médecine pour des filles scientifiques. C'est très bien de faire des études de médecine, mais c'est très bien aussi d'être ingénieur, y compris dans le domaine du médical. C'est très bien de faire du numérique de santé. Donc, mesdames, venez aussi dans les métiers Syntec, et les garçons, continuez à venir et faites des bacs scientifiques. Venez dans les écoles, dans les classes préparatoires, venez dans les écoles post-bac. Alors justement, vous présentez les résultats on va dire, une double étude sur le poids particulièrement important des secteurs de Syntec en Auvergne-Rhône-Alpes. Une fois de plus, il est confirmé que c'est la 2e région en France, comme pour le poids économique global. Absolument, là, il y a pas de doute. Alors, Syntec, je vous disais, 1 300 000, 1 400 000 salariés. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est près de 300 000, c'est 280 000, 278 000 exactement salariés, avec une très forte croissance au cours des 4 dernières années, plus un quart, plus 24% en 4 ans. En nombre de salariés, en nombre d'établissements. Pareil en nombre d'établissements, et avec un poids dans l'économie de la région qui se situe autour de 8,5%, donc un poids très important. Avec des points forts, évidemment, le domaine de l'énergie nucléaire, la chimie, la pharmacie, les points forts traditionnels de la région, bien sûr. Le numérique n'est pas en reste. Nous sommes, y compris chez Soprasteria, très implantés dans la région. Donc vous êtes le directeur général adjoint. Absolument. Au niveau de l'ensemble du groupe. Absolument. Et cette étude, elle montre toute la puissance de nos métiers. Vous savez, j'ai coutume de dire que on parle beaucoup de réindustrialisation en France. Alors, on est une région très industrielle, heureusement, en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a encore plus de 20% du PIB qui est fait en Auvergne-Rhône-Alpes dans l'industrie. C'est malheureusement pas le cas en moyenne en France. Et si on veut réindustrialiser notre pays, il faut le faire au travers d'une réindustrialisation verte et compétitive. Pour qu'elle soit verte, il faut de l'ingénierie environnementale. Il faut Syntec Ingénierie. Il faut les entreprises de l'ingénierie. Pour qu'elle soit compétitive, il faut du numérique. Il y aura peut-être un peu moins d'ouvriers dans les usines, mais si on veut gommer le différentiel de salaire avec l'Asie du Sud-Est, il faut automatiser. Donc, il faut beaucoup de numérique. Donc, tous nos métiers. C'est ce que montre cette étude aussi. C'est le rôle central de nos métiers pour au service de l'industrie. Réindustrialisation, décarbonation, souveraineté numérique et attractivité du territoire. Sur des secteurs qui investissent fortement aussi dans cette région. Exactement. Et qui innovent. On va dire un mot sur les salaires. Vous l'avez évoqué quand vous parliez de 4 500 €. Les salaires moyens, c'est près de 50 000 € pour le numérique par an, brut, 47 000 pour l'ingénierie. Et finalement, il n'y a pas tant de différence que ça ici à Lyon, enfin dans la région, que par rapport à Paris. Non, parce que parfois on dit que ça permet de payer des salaires moins élevés en région par rapport à Paris. Mais Lyon, tient bien son rang. Ce sont des métiers dans lesquels on est en moyenne à 2,5 fois le SMIC. On est très concerné. C'est pour ça que je suis un peu insistant sur les sujets de coût du travail, parce que parfois nos décideurs politiques disent oui, on va alléger les charges au niveau du SMIC, etc. Mais vous, il n'y a pas de problème, vous embaucherez toujours. Moi, je peux embaucher 5 ingénieurs en Allemagne. Et avec la même somme, je ne peux en embaucher que 3,5 ou 4 en France, à cause du coût du travail, à cause des charges. Ça ne veut pas dire que les salaires nets de mes ingénieurs sont plus élevés en France, malheureusement. Et vous en appelez notamment une politique ambitieuse en matière d'apprentissage. Il a beaucoup été fait ces dernières années, mais vous dites attention, ne remettons pas en cause. Ne cassons pas la dynamique. Vous savez qu'il y a des aides. On est arrivé à près d'1 million d'euros d'apprentis. On arrive à 1 million d'euros d'apprentis, 65 000 dans la branche, Le gros avantage de l'apprentissage dans le supérieur, parce que ça va pas de soi, on disait les apprentis, c'est des ouvriers qualifiés, etc. L'apprentissage a été un grand succès dans le supérieur également. Ça a plein de mérites.
Parce que si vous êtes, si les jeunes voient que c'est noble d'être apprenti dans le supérieur, ça veut dire que c'est noble d'être apprenti à tous les niveaux. Mmh. Bac-2, bac+2, bac+4, bac+5. Si vous avez de l'apprentissage dans le supérieur, ça veut dire que vous collaborez entre les entreprises et les écoles d'ingénieurs, c'est déjà un peu le cas, mais aussi avec les facs qui forment beaucoup de bac+5 en numérique, etc. Si vous êtes dans l'apprentissage dans le supérieur, surtout, vous êtes un énorme vecteur d'ascenseur social. 20% des apprentis qui viennent dans notre branche, dans l'entreprise de notre branche, ils sont issus des quartiers prioritaires de la ville. 40% des jeunes, ou 30%, disons, des jeunes qui sont aujourd'hui bac+4, bac+5, nous disent on ne serait pas allé jusque-là si on n'avait pas pu se financer via l'apprentissage. Et puis ces jeunes-là, qui sont apprentis dans le supérieur, ils n'attendent pas 26 ans pour contribuer au PIB du pays. Vous savez que notre problème, c'est qu'on ne travaille pas forcément assez à partir de 60 ans, mais pas forcément beaucoup entre 16 et 25. Là, ils sont en études, mais ils contribuent à la richesse nationale. Donc, c'est tout bénéfice. Un mot pour finir très vite, parce que on a débordé déjà. Sur l'enjeu du nucléaire pour la région, on sait qu'il y avait une grande conférence organisée par la Fédération Syntec. Qui a eu un beau succès, je crois. Voilà, au campus Cassin, à Vèze. Enfin, le nucléaire redémarre. Le nucléaire, c'est plus un sujet en France. Ça l'a jamais vraiment été, même si on a un peu hésité après après Fukushima, etc. Mais heureusement, nous avons gardé la possibilité de redémarrer. On arrive en Europe à coaliser de plus en plus de pays autour de nous. Et je vais vous faire une confidence. Nos amis du patronat allemand, qui se sont réunis avec nous et avec le patronat italien il y a quelques jours à Paris, admettent plus qu'à demi-mot que le fait que l'Allemagne se soit retirée du nucléaire était une erreur. C'est au moins l'opinion du patronat allemand. Nous y allons. Franchement, c'est notre atout en France et nous sommes très fiers, avec notamment les métiers de l'ingénierie, du numérique, du conseil, de contribuer à cet effort national. Merci beaucoup, Laurent Giovacchini, d'être passé par le plateau TV de Lyon Décideur pour ce journal écho. On vous laisse rejoindre Eurexpo, à présent le mondial des métiers. Avant de nous quitter, coup de projecteur sur le dernier numéro de Lyon Décideur, que je vais avoir beaucoup de plaisir à vous offrir, avec ce coup de projecteur donc sur un grand dossier sur les bienfaiteurs lyonnais à quelques jours de Noël, mais aussi le grand entretien de Jean-Michel Bérard, le patron d'Esquerre, une entreprise qui fait partie de la fédération Syntec. Absolument. Au moment où commence l'OPA amical de Bridgepoint et General Atlantic sur l'éditeur lyonnais. Je suis très heureux de vous l'offrir. Merci, bonne lecture, bon week-end et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.